9 semaines de procès à Charleville-Mézières avec ces deux-là, Michel Fourniret et Monique Olivier, c'est terrifiant. Elle a supplié Guy Georges de parler, et c'est vrai que moi, sur le plan de la défense, j'ai trouvé ça insupportable. On se dit toujours que passer le premier crime, ça ira mieux. On se sentira dégagé, que le plus dur, ça sera d'entendre une première fois. Et finalement, en fait, on se rend compte que le deuxième, c'est encore pire que le premier. Donc on se dit, ça va maintenant. Et plus ça avance dans le procès, plus ça devient insupportable. Des criminels multirécidivistes, il en existe depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui encore, ils sont bien évidemment nombreux, en Europe comme aux États-Unis, en Russie comme en Chine. Mais l'expression de serial killer n'en est pas moins une invention américaine, datant des années 70 et popularisée depuis par Hollywood. Parce qu'il fascine le public, plus d'1 millier de films leur ont d'ailleurs été consacrés, et je n'aurais pas eu matière à en réaliser un de plus si je n'avais pas fait une rencontre. Celle d'un drôle de médecin, que ses propres enfants appellent le psychiatre de l'horreur, et qui est le plus grand expert français des tueurs en série. Le docteur Daniel Zaguri en a en effet expertisé pas moins d'une douzaine, et ce qu'il en a conclu ne colle pas, mais alors pas du tout, avec ce qu'Hollywood nous a raconté jusque-là. La définition du tueur en série, elle est d'abord policière, c'est-à-dire quelqu'un qui a tué 3 fois ou plus, de façon séparée et de sang-froid. Le tueur connaît ses victimes ? Alors, dans la majorité des cas, ce sont des tueurs qui ne connaissent pas leurs victimes, mais il peut arriver parfois que ce soit des victimes avec lesquelles ils ont entretenu quelque temps une relation. C'est par exemple le cas de Patrice Allègre en France. Patrice Allègre, né en 1968. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2002 pour avoir tué 5 femmes, mais fut soupçonné de plusieurs autres meurtres commis dans la région de Toulouse. La sexualité dans le crime en série est toujours présente, mais quelle place occupe-t-elle exactement ? Alors, toute la question est de savoir si la sexualité et les pulsions sexuelles sont au centre, au cœur de ces passages à l'acte. Mon expérience m'amène à penser que non, et qu'on surévalue la place de la sexualité. Ce sont des crimes de sexe, un peu comme on parle de crimes de sang, c'est-à-dire que la pulsion sexuelle peut servir de starter, elle peut être un des éléments, mais elle n'est pas l'élément fondamental. Et la plupart des tueurs en série que j'ai examinés étaient des hommes qui avaient une sexualité par ailleurs banale, qui avaient des satisfactions sexuelles et qui faisaient clairement la différence entre le monde de leur sexualité et le monde de leur passage à l'acte. Et quand on interroge leurs petites amies, elles décrivent des hommes qui n'ont pas de perversion particulière et qui ont en définitive une façon de faire l'amour assez banale. Sexualité banale sans doute, mais souvent délirante. S'attaquant principalement à de très jeunes filles, Michel Fourniret, né en 1942, voyait dans le viol un moyen de percer le mystère de la virginité. Et ayant reconnu 9 meurtres, commis avec la complicité de son épouse, il n'en continua pas moins à se croire le maître après son arrestation. Il voulait être votre égal ? Je pense même qu'il souhaitait être supérieur. Ça, j'en suis profondément convaincu, tout dans sa façon à la fois de se présenter, de s'installer dans l'entretien, si vous voulez, montrer de sa part une telle volonté. Il a voulu, par exemple, récuser tous les jurés qui n'étaient pas arrivés vierges à leur mariage. Alors là, il s'agit effectivement d'une particularité qui a beaucoup intéressé les médias et les observateurs, parce qu'il avait fait tout un questionnaire, comme un questionnaire de sécurité sociale, pour savoir si les gens étaient arrivés dans cette position de pureté, soit au mariage, soit au Pacs, soit, enfin, je ne sais à quoi. Bon, voilà. Mais vous, son juge, vous avez refusé l'épreuve de force. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus à l'aise par rapport à, effectivement, un comportement
si vous voulez, franc et direct de ma part, c'est-à-dire une opposition extrêmement forte. Je pense que ça l'aurait conforté, au contraire, dans son approche et dans sa certitude qu'il était largement supérieur. Cette certitude d'être supérieur ne constitue pas pour autant un mobile. Quand il passe à l'acte, le tueur en série en a un ? Alors, le tueur en série n'a pas de mobile. Du moins, il n'a pas de mobile conscient. Nous, bien entendu, lorsque nous reconstruisons son parcours et je dirais les éléments psychiques qui ont fait qu'il est allé jusqu'au crime et qu'il l'a répété, nous reconstruisons sa trajectoire et ses mobiles inconscients. Mais lui n'en a pas à la conscience. Et d'ailleurs, c'est tellement important que, par exemple, Guy Georges disait « Si je savais pourquoi je l'avais fait, je ne l'aurais pas fait ». Guy Georges, né en 1962, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2001. Surnommé le tueur de l'Est parisien, il a été reconnu coupable de 7 meurtres. C'est quelqu'un qu'on peut dire de très sympathique, qui fait, qui de manière désarmante, qui a l'air particulièrement normal. Si vous l'aviez en face de vous, vous ne vous diriez pas, mais ce type est absolument détestable, c'est un glaçon. C'est pas du tout ça. Il se présente comme potentiellement le bon copain. Ce qui fascine le public, c'est que ça ne se voit pas. C'est un mal, mais c'est un mal caché. Et ça, effectivement, ça nous amène à essayer de comprendre une des cliniques les plus difficiles qui soient. Je veux dire, l'essence même de la clinique de la perversion, c'est-à-dire la clinique du clivage. Comment ces sujets arrivent à fonctionner sur 2 registres qui sont 2 registres qui ne communiquent pas. La première fois que j'ai rencontré Patrice Allègre, j'ai été extrêmement troublé par le décalage qui pouvait exister entre l'atrocité des faits qui lui étaient reprochés, c'est-à-dire 5 meurtres, et la terrible humanité qu'il dégageait. Et par quoi s'est traduit ensuite ce trouble ? Par des discussions trop longues, tout simplement, à la maison d'arrêt. Je passais 3 quarts d'heure ou 1 heure avec lui à la maison d'arrêt, alors que... Au niveau professionnel, 5 minutes tous les 15 jours auraient suffi, puisque les faits étaient reconnus, le dossier était carré, comme on dit. Et pour connaître Patrice Allègre, il me suffisait de lire les rapports psychologico-psychiatriques. Donc ces visites répétées et un peu longues étaient révélatrices d'une pseudo-attirance et d'une envie d'entretenir un lien quasi amical avec lui. Ceci étant dit, si j'ai pris beaucoup de temps en tête-à-tête avec lui, c'était aussi parce que j'avais un objectif qui s'est avéré complètement vain, c'était d'essayer de comprendre. Le clivage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une partie du psychisme du sujet est parfaitement adaptée à la réalité et une autre échappe complètement aux mêmes règles. Et c'est cette partie-là qui s'exprime pendant ces crimes. Et après le passage à l'acte, tout se passe comme si de rien n'était. Il y a chez les tueurs que j'ai examinés une peur panique que leur part clivée, leur part secrète, leur ombre en quelque sorte, soit dévoilée à la face du grand public. Chanal s'est suicidé plutôt que de voir rendu public ses fantasmes pervers homosexuels. Pierre Chanal, né en 1946, soupçonné d'être l'assassin de 8 jeunes garçons disparus à proximité du camp militaire de Mourmelon. S'étant suicidé en 2003, à la veille de son procès, il reste présumé innocent pour l'éternité. Jamais autant que chez Chanal, on a pu observer à quel point le clivage du moi pouvait être une sorte de mur
interne hermétique. C'est-à-dire qu'il y a le chanal qui a un absolu besoin de respectabilité militaire, le chanal conformiste, et puis il y a cette part secrète de son intimité sexuelle dont on peut penser qu'elle était honteuse, non assumée, quoique allant bien au-delà d'une homosexualité non assumée. Comment expliquez-vous qu'aux États-Unis, les tueurs en série se montrent et qu'on les voit pérorer, parader après leur arrestation ? La médiatisation du crime aux États-Unis, et pas seulement du crime en série, est extrêmement différente de la nôtre. Par exemple, aller interviewer un criminel en prison, c'est possible aux États-Unis, ça n'est heureusement pas possible en France, et j'espère que ça continue, parce que aller demander à un tueur, lui poser des questions sur la façon dont il a découpé ses victimes et dont il les a fait cuire et il les a mangées avec une sauce barbecue, on se demande qui est plus pervers, du journaliste qui l'interroge ou du criminel lui-même. En popularisant ainsi les serial killers, en les créditant notamment d'une intelligence, d'une habileté, d'un machiavélisme hors pair, la presse emboîtait le pas de la fiction, réussissant à faire oublier une réalité autrement plus prosaïque, à 1000 lieues de la mythologie du génie du mal. On a tous des images de films américains sur des grandes intelligences, des grands manipulateurs. Pour moi, Guy Georges est aux antipodes de ça. Je ne dis pas que Guy Georges était un imbécile, pas du tout, mais Guy Georges est un individu d'intelligence moyenne qui se présente comme quelqu'un aimant la vie, soucieux au quotidien de savoir comment va se dérouler sa journée en prison, de faire du sport, qui est bien dans sa... Non, c'est pas un calculateur du tout. On fonctionne a priori beaucoup par stéréotypes. On est un peu aussi intoxiqué par les films américains. C'est la mythologie du tueur en série qui établit, qui invente des petits puzzles sanglants pour se moquer des flics et déjouer les enquêtes, etc. Donc c'est pas du tout le cas. Les tueurs en série que moi je connais, que j'ai vus, c'est des gars qui faisaient tout pour ne pas se faire prendre. Et qui d'ailleurs ne commettaient pas le geste, même s'ils étaient sur le point de le faire, si un témoin, ils entendaient un bruit, ils avaient l'impression qu'une voiture arrivait, ils se sauvaient. Exemple même de la lâcheté criminelle, Émile Louis, né en 1934, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2006. Soupçonné d'être le tueur des disparus de Lyon, il avoua le meurtre de 8 jeunes filles, tout en ne cessant de louvoyer et de mentir. Émile Louis, c'est un peu une espèce dans le box, hein, il apparaît comme une espèce de gros paysan madré, quoi. Il n'a pas l'air très intelligent, il est plutôt rusé. Et il est dans la situation de la bête acculée par la meute. Voilà. Et il est dans du mensonge très utilitaire qui tient pas la route une seule seconde. En France, des tueurs en série que l'on connaisse, on n'en a aucun qui soit supra-intelligent. Aucun. Michel Fourniret est un petit peu au-dessus du lot, moins en termes de QI d'ailleurs que sa femme, hein, qui a un QI un petit peu supérieur au sien. Francis Saulme, alors lui, il est limite débile. Francis Holm, né en 1959, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1997. Surnommé le routard du crime, il a vraisemblablement provoqué la mort de plus de 15 personnes, hommes, femmes, enfants, rencontrés au hasard de ces vagabondages. Ce sont des garçons qui ont plus une intelligence de la situation.
Ils ont une espèce d'instinct de survie et de pas se faire choper par la police. C'est pas des mecs qui font des calculs super machin pour contrer les policiers. Ça n'existe pas, je crois. Il ne faut pas oublier que les cas qui sont rentrés dans la chronique du crime sont ceux qui ont échappé à la police, ceux qui sont passés entre les mailles de la police. Donc dans un après-coup, la réalité a sélectionné un petit nombre de sujets et dans un après-coup, nous pensons que c'est leur particulière habileté et qui fait qu'ils ont échappé. Mais vous pouvez très bien imaginer un tueur extraordinairement habile qui se fasse prendre la première fois et un tueur particulièrement maladroit qui se fasse capturer au bout d'un certain nombre de crimes. Ce sont aussi les lois de la statistique et du hasard. Face au mal extrême, il y a deux attitudes, je dirais, deux attitudes générales. La première attitude, c'est de dire c'est le diable, c'est de dire un certain nombre de choses qui accroissent la toute-puissance du tueur, toute-puissance qui est dans son fantasme. Ça, c'est la première attitude. Et la deuxième attitude consiste à dire ce sont des ratés de l'existence, ce sont des pauvres types, ce sont des gens qui ont tout raté dans leur vie. Et c'est cette deuxième attitude qui me paraît la plus proche de la vérité de leur existence. Même si elle connaissait Gilles de Rais ou Landru, la police française n'a rien voulu savoir pendant longtemps des tueurs en série. Mais confrontée dans les années 80-90 à une série de crimes possiblement reliés entre eux, elle finit par se familiariser avec les études américaines et notamment avec la distinction clé qui oppose les tueurs en série organisés aux tueurs en série désorganisés. Les tueurs en série organisés, c'est le type Michel Fourniret, c'est le type Pierre Chanal, c'est le type Michel Péry, c'est-à-dire des gens qui ont un objectif, la recherche de victimes, de proies, car ce sont des prédateurs, et qui se promènent, on le verra, avec leur matériel pour réaliser leur fantasme. Le tueur désorganisé, lui, il agit de façon spontanée. La différence entre ces tueurs, c'est que l'un, en général, laisse la scène de crime en l'état, alors que les tueurs organisés, il y a tout un processus. Il y a le repérage de la victime, donc un lieu d'enlèvement. Et ensuite, le transport de la victime, donc un véhicule. Ensuite, éventuellement, un lieu de séquestration. Le lieu du meurtre et le lieu dans lequel il va jeter le corps ou le déposer. Donc, pour les enquêteurs, il y a 4 ou 5 scènes de crime à examiner. Et alors que pour le tueur désorganisé, en général, les faits se passent directement sur place. Tout l'événement est là. Et il laisse le corps. Et puis il y a une différence aussi, c'est que les tueurs en série organisés, en général, emmènent des trophées de leurs victimes. Et ça, c'est très important pour un enquêteur de le savoir, parce que qui dit trophée dit pièce à conviction à rechercher lors de perquisitions, mais également, je l'ai appris, c'est que ces trophées servent, je dirais, pour ces individus, ces prédateurs, à revivre leurs fantasmes. La traque, la chasse de tueurs en série est toujours extrêmement compliquée. Parce que d'ordinaire, enfin des meurtriers habituels, dans 90% des cas, ils vont tuer un proche, une proche, quelqu'un en tout cas qui a un lien quelque part avec eux. Donc les enquêteurs de police et de brigades criminelles en général essayent de cerner l'environnement de la victime, comme ils disent, et d'explorer son boulot, ses amis, les boîtes, les endroits où vont la victime pour trouver ce lien avec le tueur. Dans le cas de tueurs en série, c'est totalement différent puisque ils les prennent au hasard leurs victimes, comme Guy Georges qui disait moi je partais en chasse la nuit, je savais que je partais en chasse puisque il emmenait bien son opinel, son petit sac à dos, son sparadrap donc il savait qu'il partait en chasse mais il savait pas qui il allait choisir. Et il repérait des jeunes filles, en général très belles, vers 3 ou 4 heures du matin, qui rentraient seules chez elles, d'un pas bien
bien décidées, qui étaient toutes des filles qui dégageaient une certaine énergie et une certaine volonté de vivre, quoi, magnifique. Et c'est celles-là qui prenaient en chasse, mais ils ne les connaissaient pas, ils les avaient jamais vues avant. La brigade criminelle et d'ailleurs le juge Gilbert Thiel, en désespoir de cause, après avoir exploré 1001 pistes qui menaient à rien, ont accédé à la demande de familles de victimes qui souhaitaient l'intervention d'un profiler dans cette enquête. Donc les policiers se sont dit, bon, finalement on n'a rien à perdre, le magistrat pareil, bon bah tant pis, essayons, faisons-le. Donc ils ont donné accès à un psychocriminologue, ils lui ont donné accès au dossier, aux éléments d'enquête, et il a déterminé un profil du tueur qui ne correspondait absolument pas. Je crois qu'il parlait d'un militaire, une personne bien insérée dans la société, probablement de l'armée, probablement marié avec des enfants, qui aurait pu commettre donc tous ces assassinats. Autant dire qu'il avait tout faux et que de toute façon, même les plus grands experts, psychiatres, etc., qui ont vu, examiner, expertiser beaucoup de tueurs en série, ne peuvent jamais réussir à donner un bon profil. Ça, c'est pas des voyantes, quoi. On peut pas deviner. Je pense que c'est totalement vain et dangereux. Les profilers hollywoodiens imaginent par exemple que le tueur en série a tout prévu, et d'abord la série des crimes qu'il va commettre. Est-ce que vous aussi, vous l'avez constaté? Non, le tueur en série ne se dit pas, quand il tue pour la première fois, que c'est la première victime d'une longue série. Il tue. Et il va ressentir quelque chose qui fait qu'il va répéter ce crime. Mais il va aussi le répéter parce que ce premier crime a été impuni. Le sentiment d'impunité, outre le fait que le sujet n'a pas été neutralisé, le sentiment d'impunité est très important. Après avoir tué sa première victime, Guy Georges est stupéfait. Rien ne se lit sur son visage, personne ne l'interpelle dans la rue, aucun de ses copains ne le soupçonne. Il avoue avoir pensé « Je suis fort d'avoir fait ça ». Et parce qu'il n'est pas arrêté par la police après son premier crime, il commence à croire que le petit Rampillon va enfin prendre sa revanche et devenir tout-puissant. Guy Georges, il s'appelait Guy Rampillon jusqu'à presque 6 ans. Et sa mère, en fait, l'avait abandonné, sans l'abandonner. C'est-à-dire qu'elle avait refusé de signer les papiers à la DAS pour le confier à la DAS. Elle avait été convoquée plusieurs fois, elle venait pas. Résultat, la famille d'accueil de Guy Georges ne pouvait plus l'adopter. Il pouvait plus trouver de famille adoptive. Et il se retrouve à 6 ans, on lui change son nom, donc il devient Guy Georges, ses 2 prénoms. On lui change son lieu de naissance, c'est plus en banlieue parisienne, maintenant c'est à Angers, il est né à Angers. Guy Georges, il va nous le resservir après ça. Et là, tout le monde est d'accord là-dessus, que chez Guy Georges, il y a quelque chose qui se noue à ce moment-là, quand il est tout petit, qu'on l'abandonne et qu'on lui change son identité. C'est aussi le cas de Patrice Allègre, par exemple? Patrice Allègre faisait presque pitié. Parce que on voyait que ce beau garçon là, magnifique, avait quand même vécu des choses extrêmement difficiles avec un père très très rigide qui travaillait dans la police, qui était CRS d'ailleurs, une mère coiffeuse un petit peu légère qui l'avait entraîné dans des situations avec ses amants quand même compliquées pour un enfant, que ce père très rigide, est absent de la maison en fait. Quand il aurait fallu un petit peu punir Patrice Allègre de ses vols de mobylettes et autres, le père passait l'éponge et allait dealer avec les policiers du coin pour effacer tout ça. Je crois quand même qu'il faut clairement dire les choses. Ça n'est pas parce qu'on a vécu une enfance particulièrement difficile que, si je puis dire, quoi qu'il advienne par la suite, on est pardonné. Donc, il ne faut pas entendre la réponse que je vais vous faire comme une sorte de
de sous-estimation de l'horreur des crimes que ces sujets commettent. Mais effectivement, ne devient pas tueur en série qui veut. Il faut pour cela beaucoup de conditions, et l'une de ces conditions que l'on retrouve, mais quasiment, je dis bien quasiment, en matière humaine, on ne peut pas dire toujours, quasiment toujours, c'est une biographie lourdement chargée. Dans la grande majorité des cas, ce sont des sévices, des abus, des abandons, c'est-à-dire un certain nombre de traumatismes des organisateurs très précoces, mais avec, si je puis dire, des piqûres de rappel. Ça peut être un viol subi à la préadolescence ou à l'adolescence. Dans le crime, le tueur en série inverse donc les rôles. Puisque la vie lui doit réparation, il n'a aucune hésitation à lui faire rendre gorge. Il a désormais tous les droits, plus aucun compte à rendre. D'où sa sidération et son mutisme, quand une fois arrêté, on l'interroge. L'autre, il pensait l'avoir anéanti à travers ses crimes. Et voilà qu'il est en face de lui, et qu'il insiste, et qu'il le domine. Quand vous avez mené l'interrogatoire de Pierre Chanal, quelque chose, je crois, vous a frappé. Oui, parce qu'il n'avait pas de déclaration spontanée. Et sur des questions simples, il mentait. C'est pas vrai pour tous les criminels ? Non, parce qu'un criminel va mentir sur les actes qu'il a commis. Mais supposons que vous ayez commis un crime. Il y a un mois. Mais hier, vous n'avez pas commis de crime, vous êtes allé dans un bar prendre un pot avec un copain. Je vais vous demander, où étiez-vous hier ? Vous n'avez rien à craindre, rien à cacher, vous allez dire, j'étais dans un bar avec un copain en train de boire un pot. Et de façon spontanée. Si vous commencez à me dire, je ne sais plus ce que j'ai fait, ni avec qui j'étais, et que vous commencez à tourner en rond, c'est que manifestement, sur un détail qui n'a rien avec le crime, vous cherchez à mentir, qu'est-ce que ça va être quand on va venir au fait ? Chanal, lui, voulait quoi ? Tout contrôler ? Il a voulu tout maîtriser. Il était prudent, il prenait son temps, sa réflexion, rien n'était spontané. Quand par exemple, on lui pose la question, il était militaire de 77 à 86. Avez-vous entendu parler des disparus volants, des désertions ? Et qu'il vous dit, je n'étais pas au courant. C'est impossible. Pourquoi ? Dans l'unité dans laquelle il a appartenu, plusieurs ont disparu, un a été tué, et il était l'adjudant d'escadron. C'est-à-dire le chef d'orchestre, le seul qui connaisse la position au jour le jour de chacun des appelés. Donc, ça, c'est antinomique. Et tout au long de ces interrogatoires, Chanal se montrera aussi peu malin. Oui, parce qu'il va rester dans la négation, il va être dans le mensonge. Il ne veut pas avouer la vérité. Pierre Chanal a toujours nié les évidences. Cette capacité de nier l'évidence, de ne tenir compte d'aucune des preuves qu'on lui oppose, est incontestablement un des traits singuliers du tueur en série. Il apparaît comme déconnecté, sur une autre planète, ce qui n'est pas sans rapport avec son indifférence devant la souffrance de ses victimes. Dans de nombreuses biographies, il est étonnant de constater d'ailleurs qu'il commence à éprouver ce débranchement, cette impassibilité totale, en s'attaquant d'abord à des animaux, comme Daniel Zaguri le constata en rencontrant son premier tueur en série, Julien. Ça rentre dans le cadre de ce que j'appelle le travail de désensibilisation, le travail de la perversion, celui qui fait que le sujet essaie progressivement de se délivrer des conflits humains fondamentaux qui nous encombrent tous. Et dans le cas de Julien, c'était particulièrement frappant. Il avait commencé par tuer son propre chat, un chat qu'il aimait, un chat auquel il était attaché. Il l'avait tué de façon atroce et il avait mis ses entrailles dans une ampoule. Et quand il se sentait gagné par le bien, quand il se sentait réhumanisé en quelque sorte, il humait cette odeur infecte pour se ragaillardir dans le mal. Le tueur en série martyrise des animaux, puis des êtres humains. Mais qui est sa cible ? On a le sentiment que c'est le rapport à sa propre mère qui est déterminant. Alors, il y a quelque chose qui, moi, m'a sidéré, parce que je pense que c'est une quasi-constante. C'est-à-dire qu'on a effectivement, comme vous le dites, l'impression que le rapport à la mère est déterminant,
Mais en même temps, le ressentiment, la rancœur, la haine ne sont jamais conscients. Ils sont toujours clivés. Et ce qu'on observe le plus souvent, c'est une idéalisation de l'image maternelle. La mère est sur un piédestal. Alors même que parfois elle s'est mal conduite. Alors même que parfois elle est allée jusqu'à le torturer, jusqu'à lui faire subir des sévices terribles. Et d'ailleurs, Guy Georges dira une chose extraordinaire sur ses victimes. Quand la question lui sera posée est-ce qu'il ressentait quelque chose par rapport à ses victimes, il a répondu non, c'était des étrangères, je les connaissais pas. Sauf que il a dit exactement la même chose de sa propre mère qu'il a abandonnée quand il était petit. Et il a dit non, mais ma mère, je m'en fiche totalement, ça me fait rien du tout, évidemment, c'est une inconnue, c'est une étrangère. Donc là, il y a quand même un parallèle. Quand les experts psychiatres parlent de matricide déplacé, on le croit volontiers. Patrice Allègre tue des jeunes femmes qui avaient pourtant accepté ses avances. Elles aussi lui rappelaient sa mère frivole. Tout nous porte à penser que l'image de cette mère pulsionnelle excitante est au cœur du passage à l'acte. Et qu'au fond, ces femmes qui acceptaient de coucher avec lui, s'il les a tuées, c'est peut-être parce que justement, c'était ça qu'il voulait se débarrasser. Si le tueur répète son crime, c'est donc qu'il y a toujours erreur sur la personne. Je pense en effet que c'est une des causes de la répétition criminelle, c'est que le sujet n'atteint jamais la bonne cible. Effectivement. Et il y a des biographies de tueurs en série aux États-Unis où la série se termine sur le meurtre d'un des parents, en particulier la mère. Arrêtés, jugés, ne pouvant plus se soutenir du scénario criminel qu'ils avaient péniblement élaboré au cours des années et dont ils ignoraient en réalité la fonction, les tueurs en série s'embrouillent et perdent pied. D'où des vacillements incroyables, comme lors du procès de Guy Georges, qui, proclamant contre toute logique son innocence, révéla lui-même sa culpabilité, en se précipitant tête baissée dans le piège que lui tendit une avocate des victimes. Systématiquement, pour chaque affaire qui est examinée, la cour d'assises présente aux jurés et bien évidemment du coup aux parties civiles, à la défense et à l'accusé, l'album photographique qui a été pris sur les lieux lorsque les faits ont été découverts. Et comme une question qui se posait dans le débat était de savoir si Guy Georges était gaucher ou droitier, les parties civiles scrutaient énormément la manière dont Guy Georges tournait les pages, tenait le micro, donc savoir ce qu'il est. Et à un moment donné, une avocate des parties civiles lui dit quand vous tournez les pages ou quand vous tenez le micro, vous utilisez tantôt la main gauche, tantôt la main droite. Et je crois qu'elle pose la question. Et quand vous tuez, vous utilisez quelle main? Et au lieu de botter en touche, de ne pas répondre, il a la capacité intellectuelle. Il a répondu en faisant le geste. Il a levé la main droite et il a dit... Il a fait un geste. Et donc, tout ça a pétrifié la cour d'assises. On est resté sans voix. Et vous, lors du procès Fourniret, vous vous êtes dit parfois tout cela défie la raison? On est dans l'horreur absolue. On a quelqu'un qui vient, je veux dire, presque décrire d'une façon très minutieuse des choses qui sont terribles et qui va apporter un certain nombre de précisions, je veux dire, qui ne nous intéressent pas. Il va nous donner la couleur de la banquette de la voiture dans laquelle il a emmené telle ou telle de ses victimes. Honnêtement, c'est pas vraiment le point fondamental. Et pour lui, ça a l'air d'être très important.
Donc on se dit qu'il a un mode de fonctionnement qui, à l'évidence, ne répond pas au nôtre. Mais il n'est pas déclaré, irresponsable par les experts. Hein. Donc il faut le juger. Il faut le juger, donc qu'il fasse preuve d'un tant soit peu de rationalité. Or, il en est incapable. C'est tout à fait paradoxal, et en particulier dans un certain nombre de dossiers de criminels en série, on a effectivement cette exigence de la parole, et puis en même temps, on n'accepte pas ce qu'ils disent quand ils parlent. Alors effectivement, c'est paradoxal. Il faut gérer ces paradoxes. Dans les procès des tueurs en série, les procureurs se sentent du coup impuissants et font preuve souvent d'une violence verbale tout à fait singulière. Comment est-ce qu'on ressent ça quand on est dans la salle ? Je peux parler pour moi. À titre personnel, je trouve ça extrêmement déplacé et inopportun. Je pense que il y a une espèce d'excitation, j'imagine, qui s'empare de certains avocats généraux. C'est ce côté, je vous dis, maintenant qu'il est maîtrisé, il faut en plus lui faire rendre gorge jusqu'au bout. Il y a une espèce de surenchère, on le traite de tous les noms, on le somme de s'expliquer avec une violence totalement déplacée. En plus, c'est totalement contre-productif. Qu'est-ce qu'on attend du monstre ? Qu'il regrette ? C'est comme le patinage artistique, vous avez le programme libre et les figures imposées. Donc, au patinage, il y a le salto, à la cour d'assises, il y a l'aveu. En fait, l'accusé idéal, c'est celui qui dit « Je l'ai fait, je suis une ordure, et s'il vous plaît, mettez-moi la peine maximale. » Comme ça, en fait, ça dégage tout le monde des cas de conscience. Et dans la situation des tueurs en série, c'est d'autant plus absurde que si ces gens étaient capables d'un repentir sincère, moi je vois ça comme ça, par définition, ils ne seraient pas des tueurs en série. Ils auraient tué une fois, ils seraient retrouvés couverts de sang, et ils se diraient, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'était affreux. Alors, soit je vais me cacher parce que j'ai peur, soit je vais me dénoncer, mais je ne vais pas recommencer une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Ils ne peuvent pas regretter. Si le tueur en série ne regrette rien, n'est-ce pas comme le montre Hollywood parce qu'il a pris du plaisir à tuer ? Alors ce que je vais dire va peut-être vous paraître un peu obscène, parce que pour la malheureuse victime, ça ne change rien. Mais je ne crois pas du tout que la plupart des tueurs en série éprouvent un plaisir à tuer. Je pense qu'ils éprouvent une grande satisfaction à ne rien éprouver à l'égard de leur victime. C'est-à-dire, ils éprouvent une grande satisfaction à leur propre indifférence qui les met en dehors d'un statut d'humain. Et la satisfaction, elle est d'être à la place des dieux. C'est une sorte de satisfaction démiurgique, d'avoir tout pouvoir sur la vie et sur la mort. Mais la plupart d'entre eux m'ont dit, et je les crois, qu'ils ont tué vite, un peu comme on se débarrasse d'un objet devenu désormais encombrant. On retrouve toujours dans le noyau central de ces passages à l'acte un rapport d'exaltation à soi-même et de chosification de l'autre. J'ai essayé de trouver l'image qui correspondait le mieux à ce qu'éprouve un tueur à série au moment de l'acmé du passage à l'acte. Et l'image qui m'est venue tout naturellement, c'est celle de Charlie Chaplin dans Le Dictateur, quand Charlie Chaplin jongle avec la map monde, il est léger, il est dans ce qu'on appelle un état élationnel, plus rien n'existe, il est lui-même le monde entier. Devant ces juges, est-ce que le tueur en série manifeste de la haine à l'égard de ses victimes ? La question de la haine est une question essentielle. La plupart des tueurs en série, enfin même tous les tueurs en série que j'ai examinés, n'éprouvaient pas de la haine. La haine est un affect chaud. La haine, si j'accepte de haïr l'autre, d'une certaine façon, je me connecte aux raisons de cette haine. Et les raisons de cette haine sont
toujours de l'ordre de la détresse, de l'ordre de ce qu'on appelle dans notre jargon la déréliction. Donc, il est d'une nécessité absolue pour tous ces sujets très pervers de couper le lien entre ce qu'ils éprouvent et cette haine. Mais, et là c'est un point aussi sidérant sur le plan clinique, de voir dans leur regard des éclairs de haine à l'égard des victimes survivantes. Parce que les victimes survivantes sont celles qui, par leurs déclarations, leurs témoignages, attaquent le leur, attaquent le semblant, attaquent l'édifice qu'ils ont construit et qui donne à voir. Et donc, en quelque sorte, elles dévoilent une vérité qu'ils veulent à tout prix cacher. I try to forget all those days full of my sadness, and you still stay. I swear I'll never ask why you've lied. Your memory in my head reminds me of the time when I bled. Your distant voice sounds like a ghost. It should become my obsession. Quand le verdict tombe, que se passe-t-il pour le tueur ? Comment Guy Georges, par exemple, vit-il aujourd'hui sa condamnation ? Il est très déconnecté de la réalité. Il n'a aucun sens des choses, mais de la même manière je pense qu'il n'est absolument pas capable de comprendre ventralement ce qu'il a fait, ce qu'il a provoqué, ce qu'il a fait subir aux familles. De la même manière, il n'est absolument pas capable, je pense, de réaliser qu'il a été condamné à perpétuité avec une peine de sûreté. Voilà, son sentiment, quand on lui a posé la question, parce que savoir si vous voulez faire appel, non, le procès a été trop dur. Non, c'était la fin, voilà. Il a été soumis à des tensions extrêmes, voilà, il est allé jusqu'au bout. Oh, maintenant, non, il veut être tranquille, il veut rentrer en prison, tranquille. Est-ce que tout cela ne vous fait pas regretter au final que la maladie mentale n'ait pas été au cœur de son procès ? J'aurais trouvé que c'était plus équitable pour lui que de pouvoir dire simplement vous êtes responsable comme n'importe quel délinquant, comme n'importe quel criminel. Je pense que son degré de responsabilité n'était pas le même et je pense que son histoire méritait que tout ça soit pris en compte sur le plan carcéral, sur le traitement, sur la manière dont lui, en tant qu'individu, est pris en compte. Oui, j'aurais non pas plaidé totalement à la folie, mais qu'au moins on me concède qu'il n'était pas totalement maître de la totalité des choses. Allons même plus loin. Le crime en série n'implique-t-il pas presque toujours la folie ? D'après les études américaines, il est d'usage de considérer que 20 à 25% d'entre eux, c'est-à-dire un gros quart, sont des schizophrènes. Mais la question est très intéressante sur le plan clinique, parce que il est très difficile de sérier, si je puis dire, d'un côté les malades mentaux, de l'autre côté les non-malades mentaux, c'est-à-dire les psychopathes pervers. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai essayé de construire un modèle qui tenait compte de tous les pôles qu'on rencontre chez la plupart de ces sujets, c'est-à-dire la perversion, la psychopathie, la psychose et le clivage. Psychiatre, comme le docteur Zaguri, vous êtes d'accord avec lui sur ce point. Les tueurs en série qu'il a expertisés devaient tous être jugés. Oui. Mais vous pensez qu'il aurait fallu à chaque fois évoquer la folie ? Oui. On peut donc être fou et responsable. Alors,
il y a une distinction à faire entre responsabilité subjective et responsabilité pénale, me semble-t-il. Quelqu'un peut être, au moment du passage à l'acte, sous l'emprise de forces pulsionnelles qui le débordent absolument, sous l'emprise d'hallucinations, sous l'emprise de voix qui lui commandent de commettre tel ou tel acte, et donc ne pas avoir un discernement et un contrôle de ses actes qui permettent de dire qu'il est pénalement responsable. Ça n'empêche pas que, dans un travail qui serait accompli par la suite, il puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là, quelle a finalement été la part de lui-même qui a consenti à ces voix, qui a consenti à les écouter, qui a consenti à les suivre. Et qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé là ? Cela dit, vous le savez bien, l'évocation de la folie est vécue comme une douleur redoublée par les familles des victimes. Que les actes que ces gens-là ont commis soient affreux, que la peine des familles soit infiniment légitime et doivent être respectés à chaque instant, me paraît essentiel. Mais ce qui me trouble, c'est que le respect des familles soit devenu incompatible avec l'invocation de la maladie mentale. Parce que la maladie mentale existe et que ça ne diminue en rien ni l'horreur du crime, ni d'une certaine manière leur responsabilité subjective, même si leur responsabilité pénale est atténuée. Évoquer la folie, ce n'est pas excuser le crime. Ça n'excuse rien. Simplement, quand une chose est là, que faisons-nous ? Est-ce que nous allons l'effacer ou bien est-ce que nous allons vraiment être dans le réel, accompagner les choses, les gens, pas à pas, et dire oui, voilà, il était fou d'une folie qui ne se voyait pas. Voilà comment ça se passe. Ça ne calme en rien votre douleur, on est bien d'accord là-dessus. Mais ça s'est passé comme ça. Point. Et ce savoir, je crois, soulage. Le savoir toujours soulage, me semble-t-il. Sans doute a-t-on raison de vouloir accorder du prix au savoir. Mais la douleur de ceux qui ont perdu un être cher n'en restera pas moins un roc insubmersible, car le visage des morts et des disparus continue de hanter les vivants. Je l'avoue, tout au long de ce film sur les serial killers, je n'ai pas cessé de penser à ces autres tueurs qui, au début des années 40, avaient anéanti la quasi-totalité de ma famille. A priori, tous les opposent. Le tueur en série tue pour des raisons qu'il méconnaît. Les tueurs en série sont un tout petit nombre d'individus. Les tueurs en série n'agissent pas au nom d'un idéal, d'une collectivité, d'une obéissance. Alors que le tueur génocidaire, malheureusement, l'expérience nous montre qu'en période de vagues génocidaires, ils peuvent être très nombreux. Les génocidaires tuent au nom du bien, au nom de la pureté de la race, au nom de la purification ethnique, au nom d'un idéal, au nom d'une obéissance, au nom de quelque chose qui est partagé, et donc on ne saurait confondre l'un avec l'autre. Et pourtant, vous considérez qu'il y a entre eux un certain nombre de points communs. Oui, par exemple, la chosification, l'indifférence affective, l'absence de culpabilité. Donc il y a un certain nombre de constellations psychiques que j'appelle le travail psychique du crime, le travail facilitateur du crime, ce qui fait que c'est plus facile de tuer. Pour vous ou pour moi, si l'on voulait être cynique,
on dirait que tuer est une chose difficile. C'est atteindre son prochain, c'est risquer de croiser son regard, c'est prendre le risque également de la culpabilité. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Mais imaginez que toutes ces barrières, une à une, tombent et que je tue par obéissance, que je tue par idéal, que je tue non pas un être humain, mais une chose. Les nazis parlaient des juifs comme certains Hutus parlaient des Tutsis, comme d'insectes, de cancrelats. Un insecte et un cancrelat, ça s'écrase. Donc imaginez que toutes les barrières, non seulement ne soient plus des obstacles, mais qu'elles soient transformées en facilitateurs psychiques du passage à l'acte, et vous comprendrez à ce moment-là que les mécanismes qui mènent à de telles abominations sont des mécanismes humains. L'inhumain est fondamentalement humain.